Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro des Matins du Sénat en cette nouvelle rentrée. Cette année, on continue de vous plonger au cœur des travaux de la Haute Assemblée et des débats dans l'hémicycle. Alors ce matin, les sénateurs auditionnent le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique. Sur ce sujet, la parole de Bruno Le Maire est très attendue alors que l'État français mène actuellement un bras de fer face aux géants du numérique comme Google et Facebook. Dans cette audition, il va être question de la taxe sur les GAFA, ces multinationales américaines, une taxe adoptée par la France en 2019. Et puis il sera également question de la monnaie virtuelle Libra, que veut créer le groupe Facebook et qui pourrait fragiliser la souveraineté monétaire des États. Je vous laisse écouter Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, merci d'être venus à nous dans le cadre de cette commission d'enquête sur le thème de la souveraineté numérique. Mes chers collègues, notre commission d'enquête poursuit ses travaux et termine ses travaux d'audition avec l'audition de monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Cette audition, monsieur le ministre, sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu public qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur le maire, je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, l'économie du numérique apparaît de prime abord au désavantage de notre pays. La France importe des biens et services numériques et les données de ses citoyens sont en masse utilisées à l'étranger. Cette situation n'est pas à l'avantage de l'État et nous souhaiterions connaître l'ambition, la stratégie et les objectifs du gouvernement en matière d'économie numérique et de conquête de ces nouveaux marchés. Vous avez régulièrement évoqué le sujet de la souveraineté technologique en des termes très offensifs. Très récemment, vous vous êtes prononcé pour une crypto-monnaie publique. Vous pourrez peut-être nous rappeler votre appréhension du sujet de la souveraineté numérique, éventuellement à l'appui de cet exemple. La France a adopté seule une taxation sur les services numériques. C'était une façon pour elle d'imposer sa souveraineté fiscale aux acteurs du numérique. Comment le gouvernement entend-il conduire sa stratégie pour que cette position de départ ne se traduise pas par un recul suite aux réactions des États-Unis, par exemple, ou de sociétés comme Amazon, qui a récemment annoncé qu'elle répercuterait la taxe sur les entreprises utilisant sa plateforme. Vous avez aussi, monsieur le ministre, pris des positions fortes sur le sujet du cloud, de l'informatique en nuage. Vous avez annoncé la mise en place d'un cloud de confiance, parfois désigné comme un cloud souverain. Où en est concrètement ce projet? Parallèlement, afin de contrer les effets délétères du Cloud Act, vous avez annoncé une réforme de la loi de blocage. Quel est votre calendrier? Quelles sont les perspectives de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis sur ce sujet? Sur tous ces sujets, monsieur le ministre, et d'autres qui donneront lieu à des questions de la part de mes collègues et de monsieur le rapporteur Gérard Longuet, vous avez la parole. En vous remerciant d'avance. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis très heureux de répondre à vos questions ce matin pour cette dernière audition de votre commission d'enquête sur la souveraineté numérique, sujet, monsieur le président, comme vous l'avez rappelé, qui me tient particulièrement à cœur. Il me tient à cœur parce que je considère que notre souveraineté nationale dépend de notre capacité à bâtir notre souveraineté digitale. Et que la souveraineté européenne dépend aussi désormais directement de notre capacité à construire technologiquement, financièrement, industriellement, notre souveraineté digitale. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, l'évidence, c'est que nous avons pris du retard. Nous avons pris du retard en étant incapables de faire émerger des géants du numérique français ou européens comparables aux géants américains ou aux géants chinois. Nous avons pris du retard en ne finançant pas suffisamment des technologies de rupture qui sont indispensables pour réussir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ces ruptures technologiques, non seulement construiront ou non notre souveraineté politique, mais elles feront au XXIe siècle des vainqueurs et des vaincus. De la même façon que la révolution industrielle du XIXe siècle a fait en Europe et dans le reste du monde des vainqueurs et des vaincus, les premiers étant ceux qui ont fait leur révolution industrielle,
Exactement de la même manière, la révolution digitale fera au XXIe siècle des vainqueurs, ceux qui maîtriseront les technologies de rupture, et les vaincus, ceux qui seront les clients des premiers. Il est donc indispensable de maîtriser dans les années qui viennent un certain nombre de ces technologies de rupture. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle, à la nanoélectronique et aux calculateurs quantiques. Et on peut toujours parler de souveraineté politique matin, midi et soir, en sautant comme un cabri sur son fauteuil. Si vous n'avez pas la maîtrise de ces ruptures technologiques, vous n'avez plus de souveraineté politique. Quand vos voitures sont guidées par des logiciels étrangers, que vos communications sont transmises par des fibres étrangères, vous n'avez plus votre souveraineté politique. Donc voilà à quel niveau je veux placer cet enjeu des révolutions digitales en cours. Cela implique évidemment que nous répondions à toutes les nouvelles questions qui émergent de cette révolution technologique. Quelle fiscalité construire pour financer ces ruptures technologiques? Comment est-ce que nous allons protéger nos données personnelles et nos données publiques? Comment est-ce que nous allons concilier ces ruptures technologiques avec la maîtrise de nos destins individuels et le respect de la vie privée qui fait partie de notre modèle de société européen et qui est très différent du modèle de société qui peut se bâtir aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Les deux sujets politiques que je vois donc derrière votre commission d'enquête, que je trouve particulièrement bienvenue, c'est à la fois la question de la souveraineté politique et le mode de société dans lequel nous voulons vivre au XXIe siècle. Voilà les deux enjeux de ces révolutions digitales en cours. À partir de là, première question, comment est-ce que nous pouvons faire de la France le pays de l'innovation, et notamment le pays de l'innovation de rupture en Europe, pour essayer de combler le retard que nous avons pris depuis plusieurs années? La première réponse, elle est très simple, il faut de l'argent. Et je sais que ça déplaît parfois à certains qui pensent que l'innovation se fait en chambre, sans argent et sans financement nécessaire. Le financement est la clé absolue. Et l'absence de champion digital en Europe est d'abord liée, à mes yeux, à l'absence des financements nécessaires pour construire ces champions, en laissant la possibilité à tous les géants du numérique, américains notamment, de racheter nos technologies et nos start-up. Car nous sommes bons sur les start-up, nous sommes bons sur la recherche, nous sommes bons sur la recherche fondamentale, nous sommes bons sur l'innovation, mais comme nous n'avons pas les moyens pour faire grandir ces innovations, eh bien, nous faisons tout simplement le profit et la chance de pays étrangers. Et j'hésite même pas à pousser un tout petit peu plus loin le raisonnement, en me demandant si l'argent public est bien employé quand il sert au financement de start-up qui ensuite sont rachetées par le continent américain. Donc il est indispensable, c'est ma première réponse, que nous ayons des financements qui se chiffrent, je le rappelle, en centaines de millions d'euros pour les projets les plus importants. Les chiffres, vous les connaissez aussi, 36 licornes chinoises, c'est-à-dire 36 entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars, 93 aux États-Unis, 6 simplement en France et une poignée en Europe. Il est donc indispensable, je le redis, que les financements nécessaires soient dégagés pour financer ces révolutions numériques en cours. Nous avons donc pris depuis mai 2017 un certain nombre de décisions qui, pour certaines, ont été critiquées, mais que je revendique parce que je les crois indispensables au financement de cette innovation. La première, c'est l'allègement massif de la fiscalité sur le capital. On ne peut pas dire qu'il faut beaucoup de capital pour financer l'innovation et continuer à avoir une fiscalité sur le capital qui soit pénalisante. Nous avons donc allégé massivement cette fiscalité sur le capital et nous aurons un comité d'évaluation placé auprès de France Stratégie qui rendra ses premières conclusions sur l'impact de cette réforme au cours de l'automne de cette année. La deuxième décision que nous avons prise, c'est de sanctuariser le crédit impôt recherche. Je sais qu'il fait l'objet de beaucoup de critiques, qu'il représente aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros de dépenses publiques. Je souhaite que nous ne touchions pas au crédit impôt recherche. Et je le redirai à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2020 d'ici quelques jours. Je suis d'accord, bien entendu, pour tenir compte des remarques qui ont été faites par la Cour des comptes sur les dépenses de fonctionnement qui sont liées au crédit impôt recherche et au taux qui est appliqué aux dépenses de fonctionnement dans le crédit impôt recherche.
Et je suis tout à fait prêt, je le proposerai dans le PLF 2020, je suis tout à fait prêt à suivre les recommandations de la Cour des comptes pour que ces dépenses de fonctionnement soient moins lourdes pour le contribuable dans le crédit impôt recherche. En revanche, modifier les paramètres fondamentaux du crédit impôt recherche, notamment sur le régime de groupe, serait, à mon sens, une erreur stratégique. Car nos entreprises ont besoin de stabilité pour investir, elles ont besoin de stabilité dans notre fiscalité, notamment sur le crédit impôt recherche, si nous voulons garder les centres de recherche en France et continuer à être dynamiques en matière de financement de l'innovation. Le troisième choix stratégique que nous avons fait pour financer l'innovation, fiscalité du capital, sanctuarisation du crédit impôt recherche, le troisième choix, c'est la cession d'actifs publics. Et je revendique ce choix, qui, je le sais, fait couler beaucoup d'encre, mais qui est un vrai choix stratégique pour l'avenir de notre pays. On peut préférer voir l'État gérer les jeux de hasard. Je considère que ce n'est pas son rôle. Et nous engagerons donc la privatisation de la Française des Jeux d'ici la fin de l'année 2019, si les conditions de marché le permettent. Nous le ferons, je le précise, en apportant toutes les protections nécessaires qui n'existent pas aujourd'hui face à l'addiction au jeu. Et c'est bien tout le paradoxe. L'État a la maîtrise de la Française des Jeux, mais l'État ne joue pas son rôle de protection contre l'addiction au jeu. Ben moi je préfère, et c'est ce que nous allons faire, renforcer le rôle de l'État dans la protection contre l'addiction au jeu en créant cette autorité administrative indépendante dont le premier objectif sera de lutter contre l'addiction au jeu, tout en laissant des opérateurs privés s'occuper des jeux de hasard, de tirage et de grattage qui, à mon sens, ne sont pas la responsabilité de l'État. Même chose pour Aéroport de Paris, où nous allons renforcer les protections, notamment sur les tarifs aéroportuaires, sur la fixation de ces tarifs, sur les contrôles aux frontières, mais une fois que la procédure de recueil des signatures sera achevée, je redis ma conviction que ce n'est pas le rôle de l'État de gérer des activités commerciales d'un aéroport, boutique, hôtel ou parking. Et que l'argent de l'État est mieux employé en investissant dans ce fonds pour l'innovation de rupture, doté de 10 milliards d'euros, qui a deux avantages. Le premier, c'est qu'il permet de dégager des financements stables sur une longue durée pour financer des innovations de rupture qui ne sont pas accessibles aux opérateurs privés parce qu'ils ne sont pas rentables. 250 millions d'euros de revenus par an, 2,5 milliards sur 10 ans, garantis, qui ne sont pas soumis aux procédures budgétaires, puisque c'est dans un fonds pour l'innovation de rupture et ça n'est pas budgété, donc ça n'est pas susceptible d'être remis en cause chaque année. Deuxième avantage, c'est que ça préfigure le Fonds pour l'innovation de rupture européen que nous voulons porter avec le Président de la République et qui nous permettrait de disposer du même instrument que l'instrument américain DARPA, qui garantit des financements de longue durée à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros pour des innovations de rupture qui sont extraordinairement coûteuses et pas rentables du tout au départ. C'est bien toute la difficulté de ces innovations de rupture. Cette politique, elle commence à donner des résultats quand je regarde trois indicateurs. D'abord, le marché du capital risque français, qui est en pleine croissance, puisque les levées de fonds atteignaient à peine 1 milliard d'euros en 2014, 3,6 milliards en 2018 et 5 milliards en 2019. C'est le chiffre que nous devrions atteindre pour cette année. Deuxième exemple, nous sommes devenus la première destination pour les investissements industriels et les investissements en recherche et développement. 144 projets en 2018, c'est plus que l'Allemagne et le Royaume réunis. Cela veut dire que, en termes d'investissement industriel et d'investissement en matière d'innovation, la France est devenue le pays le plus attractif en Europe. Enfin, comme vous le savez, nous sommes le premier pays d'entrepreneurs en Europe. C'est aussi, je pense, un indicateur tout à fait positif. Quelle est la difficulté qui nous reste à résoudre et sur laquelle je vais m'employer à apporter des solutions dans les 2 années et demie de fin du quinquennat? Nous avons du mal à lever des tickets importants. Et je pourrais citer nombre de PME importantes, très réputées, qui font des produits que vous connaissez tous autour de cette table, qui voudraient grandir, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la musique, dans le domaine du transport, et qui cherchent des tickets à 100, 200 ou 250 millions d'euros.
Elles ne les trouvent pas en France, elles ne les trouvent pas en Europe, et donc elles vont s'adresser à des fonds américains. C'est une perte de souveraineté directe pour nous. Quand une grande entreprise très réputée cherche un ticket de 200 millions d'euros et doit aller dans un fonds américain, c'est une perte de souveraineté pour la France. C'est donc pour moi une priorité absolue de faciliter la levée de fonds pour des tickets supérieurs à 100 millions d'euros, de façon à accélérer le développement du financement des entreprises les plus importantes en France. Nous avons un excellent rapport qui m'a été remis par Philippe Tibi sur le financement de nos leaders technologiques français en France. Nous nous inspirerons de ce rapport d'ici quelques jours pour faire des propositions. Mais une fois encore, je reviens à ce que je vous disais au début de mon intervention, je ne me résigne pas à ce que nous financions les start-up pour qu'elles deviennent les champions américains quelques années plus tard. Or, depuis des années, c'est ce que nous faisons. La deuxième réponse, au-delà de ce développement qui passe par le financement, c'est la protection. La protection de nos technologies. Une fois qu'on les a financées, il vaut mieux qu'elles ne partent pas ailleurs. Toujours regrettable de voir, par exemple, un géant de la robotique allemand comme KUKA, sur lequel des centaines de millions d'investissements ont été faits, rachetés par un géant chinois qui, du coup, bénéficie des meilleures technologies en matière de robotique. La même chose pouvant nous arriver, il est indispensable de mieux protéger nos entreprises stratégiques. Je l'ai dit depuis, là aussi, le début du quinquennat, je refuse le pillage des technologies françaises. Et nous devons nous doter de tous les instruments pour empêcher le pillage des technologies les plus sensibles. Et nous devons être vigilants sur le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de puissances étrangères ne s'intéressent pas simplement à des géants industriels bien connus comme Safran ou Thales, mais de plus en plus à des petites start-up installées dans des villes de taille moyenne qui ont des technologies de rupture ou qui commencent à mettre en place des technologies de rupture et qui sont rachetées ou pillées par des puissances étrangères. Nous allons donc protéger un certain nombre de secteurs technologiques grâce au renforcement dans la loi Pacte du contrôle des investissements étrangers en France. Je pense en particulier à 3 secteurs technologiques qui sont directement liés à notre sécurité nationale, la cybersécurité, le spatial et l'intelligence artificielle. La deuxième protection qu'il faut garantir, au-delà des technologies, c'est la protection des données. Il y a des inquiétudes qui sont tout à fait fondées sur ce sujet, notamment par rapport au fameux texte américain dit Cloud Act. Nous avons défini avec le président de la République une réponse stratégique sur cette question des données en distinguant les différentes sortes de données. La première chose, c'est de protéger les données personnelles. Après le scandale planétaire de Cambridge Analytica, il est intolérable de voir, il y a encore quelques jours, des grandes entreprises du digital enfreindre le règlement général sur la protection des données. La Commission européenne doit donc être totalement intransigeante sur ces questions et nous devons nous appuyer sur l'Union européenne pour protéger nos données. La deuxième chose, c'est d'apporter aux données des entreprises et aux acteurs économiques toute la protection nécessaire. Et j'ai eu de longs échanges avec l'ensemble des entreprises qui sont concernées, en essayant de distinguer avec elles les types de données qu'il s'agit de protéger. Il y a un certain nombre de données entrepreneuriales qui ne sont pas stratégiques du tout, et qui se chiffrent en millions, voire davantage, de données. Ces données, elles ne posent pas de difficultés, elles peuvent être stockées en libre accès, et je pense que ce serait un mauvais investissement que de vouloir stocker toutes les données des entreprises françaises, même celles qui ne sont pas sensibles. Il y a en revanche des données plus sensibles qui vont être stockées chez des opérateurs américains car ils ont des capacités de stockage et surtout des capacités de valorisation de ces données. C'est le plus important, c'est-à-dire qu'ils disposent déjà de suffisamment d'avance en termes d'intelligence artificielle pour stocker les données et à partir de ces données pouvoir orienter ces données vers tel client qui a telle habitude à tel moment de l'année pour se rendre dans tel hôtel sur tel lieu de villégiature. Nous ne disposons pas de ces instruments de valorisation des données. Donc nous ne pouvons pas demander à nos entreprises d'aller stocker des données qui bénéficient de la valorisation dans des opérateurs américains comme Microsoft par exemple, si nous ne sommes pas capables d'offrir la même valorisation de la donnée dès lors que ces données ne sont pas stratégiques. Donc la seule chose que nous voulons, c'est que l'administration américaine
ne puisse pas récupérer ces données sans que l'entreprise soit avertie et sans qu'il y ait un minimum de contrôle. Car aujourd'hui, ce qui nous pose problème dans le Cloud Act, c'est que l'administration américaine, n'importe quelle agence américaine, je ne parle pas de la justice américaine, mais bien d'une agence administrative américaine, peut aller récupérer des données chez un hébergeur, par exemple chez Microsoft, sans que l'entreprise qui a hébergé ces données chez Microsoft ne soit avertie, et sans qu'il n'y ait de possibilité de contrôle, y compris de contrôle judiciaire. C'est les deux points qui nous posent problème, et ce que nous souhaitons, c'est parvenir à un accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le fonctionnement du Cloud Act, pour qu'une administration américaine ne puisse jamais récupérer les données d'une entreprise française ou européenne stockées chez un opérateur américain sans l'accord explicite de cette entreprise, préalable ou non. Il me semble qu'un accord préalable serait de loin la meilleure solution. Enfin, il y a un troisième niveau de données, celles qui sont liées directement à notre souveraineté ou aux intérêts fondamentaux. Par exemple, les données de prix sur des ventes d'avions. C'est évidemment une donnée absolument fondamentale et stratégique, et il n'est pas question que ces données puissent être hébergées chez un autre hébergeur qu'un hébergeur national ou européen. Nous voulons donc créer un cloud de confiance. Ce cloud de confiance aura vocation à stocker toutes les données stratégiques des entreprises qui le souhaitent. Nous avons lancé ces travaux pour mettre en place ce cloud de confiance français. Ces premiers travaux devraient apporter des résultats d'ici la fin de l'année 2019. Nous nous appuyons en particulier sur l'entreprise Dassault Systèmes pour travailler sur ce cloud de confiance. Et il doit permettre aux entreprises privées comme publiques de stocker leurs données stratégiques en toute indépendance et avec toutes les garanties de sécurité nécessaires. Vous m'avez interrogé également sur la protection des épargnants et la monnaie virtuelle, notamment le projet de monnaie Libra de Facebook. J'ai dit à plusieurs reprises, notamment à l'occasion du G7 des ministres des Finances à Chantilly, ma préoccupation devant ce projet de monnaie Libra. Je veux redire ici devant votre commission ma préoccupation devant ce projet. Nous ne pouvons pas accepter qu'une entreprise privée se dote des instruments de souveraineté d'un État. Et la monnaie est un des instruments de souveraineté d'un État. D'abord parce que ça pose des problèmes de sécurité. Nous sommes, nous, États, soumis à des règles en matière de lutte contre le financement du terrorisme ou de lutte contre les financements illégaux qui sont extraordinairement strictes. Et nous avons bâti, notamment avec le GAFI, des instruments de lutte contre le financement du terrorisme qui nous ont pris des années, qui sont très efficaces et très contraignants. Libra ne serait pas soumis à ces mêmes obligations. La deuxième raison, c'est que dans des États qui ont des monnaies faibles, Libra pourrait parfaitement se substituer à ces monnaies souveraines. Imaginez, pour prendre un exemple, que Libra existe en Argentine, pays dont la monnaie, le peso, a connu des dévaluations successives très fortes et où une grande partie des devises s'est parfois transformée en dollars et placée ensuite à l'étranger avec une évasion monétaire majeure. Qu'est-ce que cela donnerait si Libra était aujourd'hui en activité en Argentine? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que Libra se substitue au peso et donc à la souveraineté même de la République argentine? Pour cette deuxième raison, je redis ma préoccupation et notre volonté d'examiner avec la plus grande attention possible ce projet Libra. Troisième chose, c'est que Libra présente un risque systémique. Facebook n'est pas une PME avec 45 clients. Facebook a 2 milliards d'utilisateurs. Donc, dès lors que Facebook disposerait de cette monnaie virtuelle, il y aurait un risque d'effet systémique sur les activités de Facebook et sur ses activités monétaires. En revanche, nous devons avoir conscience qu'il y a une vraie difficulté qui est liée aux coûts de transactions internationaux, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'Europe. Et donc je pense qu'il faut travailler dans deux directions, une direction privée et une direction publique. La direction privée, c'est de voir comment est-ce que les banques, notamment les banques françaises, peuvent parvenir, en particulier en Europe, à réduire ces coûts de transactions financières. Et je sais que certaines y sont prêtes, mais ça me paraît une piste de réflexion intéressante que les banques privées, en particulier en Europe, réduisent les délais
et les coûts de transaction entre les États européens. La deuxième piste qui me paraît intéressante et que j'ai ouverte il y a quelques jours, je m'en suis entretenu avec Mario Draghi et avec Christine Lagarde, c'est la possibilité de réfléchir à une monnaie digitale publique. Et je proposerai, à l'occasion de la réunion des ministres des Finances à Washington en octobre, que nous lancions la réflexion sur ce projet de monnaie virtuelle publique qui permettrait d'apporter des réponses aux difficultés de coût et de rapidité de transaction que je viens de mentionner. Je rappelle d'ailleurs sur ce sujet que certaines banques centrales au Royaume-Uni, en Suède, ont commencé à lancer des expériences sur ce sujet. Je pense qu'il serait bon que la Banque centrale européenne puisse se saisir de cette difficulté. La troisième grande réponse, au-delà du financement de l'innovation, de la protection nécessaire de nos données et de nos technologies, c'est la réponse fiscale. La France n'a jamais voulu stigmatiser quelque entreprise que ce soit. Et certainement pas les entreprises de nos alliés américains. Je trouve simplement, comme je l'ai dit en introduction, qu'en matière de champion digital, les Américains ont pris une avance sur nous. Mais ça n'a jamais été le projet français. Le projet français, c'est de bâtir une fiscalité du XXIe siècle adaptée à la réalité économique du XXIe siècle. Au XXIe siècle, la valeur se crée sans présence physique sur le territoire. Alors on peut continuer à taxer les entreprises qui ont une présence physique. On peut continuer à alourdir les taxes et les impôts sur les entreprises manufacturières. Mais au bout du compte, vous allez ruiner les entreprises manufacturières européennes et françaises au profit d'entreprises sans présence physique américaines ou chinoises. Et ça, je ne peux pas l'accepter, à la fois pour des raisons d'intérêt national et des raisons de justice. Aujourd'hui, sans citer de nom, vous avez des grandes entreprises du digital qui vont faire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, qui vont avoir des dizaines de millions de consommateurs français. Je ne citerai pas de nom, mais chacun voit bien que nous utilisons à peu près tous les mêmes entreprises, tous, qui se retrouvent du coup avec 40 ou 45 millions de clients aisés d'un pays qui est un des pays les plus riches de la planète, et qui, parce qu'elles n'ont pas de présence physique en France, pas d'usine, ou très peu, pas d'entreprise, ou très peu, pas d'employés, pas de salariés, ou très peu, vont payer quelques millions d'euros à peine d'impôts sur les sociétés. C'est injuste, et c'est totalement inefficace pour financer les biens publics qui doivent continuer à être financés. Donc nous avons voulu combler ce vide fiscal qui est lié à l'absence de juste taxation des entreprises sans présence physique. C'est ça le cœur de la proposition française. Arriver à trouver un moyen de taxer des entreprises qui ont des clients, des chiffres d'affaires et des profits, mais pas de présence physique. Et c'est un enjeu majeur pour le XXIe siècle, puisque de toute façon, les profits seront de plus en plus dématérialisés. Et je ne parle même pas des géants du numérique. Mais prenez l'industrie automobile. Qu'est-ce qui va faire demain la valeur de l'industrie automobile? Ce n'est pas les roues et ce n'est pas la carrosserie. C'est les données que vous stockerez dans vos voitures qui permettront d'alimenter le système de guidage autonome de la voiture. C'est ça qui aura de la valeur. Qu'est-ce qui va faire la valeur demain d'une boutique de luxe? Ça va être la marque, ça va être de l'intangible, pas la présence physique. Qu'est-ce qui va faire la valeur d'une entreprise qui fait, par exemple, des aérofreins ou des trains d'atterrissage? Mais ce n'est pas le train d'atterrissage. Demandez au patron de Safran sur quoi est-ce qu'il fait ses profits, pas sur les trains d'atterrissage. Sur les données qui sont récupérées à chaque fois, à chaque atterrissage sur le train, qui vous donnent une expérience, une valeur qui peut ensuite être revendue. C'est là que se fait la valeur au XXIe siècle, en grande partie, et donc c'est là que doit se trouver la taxe. C'est ça le projet de taxe digitale que nous portons depuis 2 ans avec le président de la République. Nous avons essayé de le faire en Europe, et nous étions sur le point d'y arriver. 4 États s'y sont opposés, la Suède, la Finlande, le Danemark et l'Irlande. Comme la règle fiscale en Europe, c'est l'unanimité, nous n'avons pas pu faire adopter cette taxation. Je rappelle simplement que 24 États étaient pour, qu'il y avait une proposition de la Commission européenne, que cette proposition était solide. La seule conclusion que j'en tire, c'est qu'il est urgent
de passer à la majorité qualifiée en matière de décision fiscale en Europe plutôt qu'à l'unanimité. Faute de solution européenne, nous avons adopté une taxation nationale qui a été votée, je vous en remercie, à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée nationale. Preuve que sur ce sujet, la prise de conscience des parlementaires comme des Français de l'enjeu stratégique de la taxation digitale, elle est totale. Et je constate que dans d'autres pays européens, par exemple en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche, le même type de taxation est soit adopté, soit sur le point d'être adopté, à la fois pour des raisons de justice et d'efficacité fiscale. Les États-Unis nous ont menacé de taxer nos vins si nous mettions en place cette taxation. Il y a eu une décision souveraine, elle sera évidemment appliquée, et la taxation qui a été votée à l'unanimité du Parlement français s'appliquera pour 2019, à compter du 1er janvier 2019, c'est-à-dire en prenant en compte l'intégralité du chiffre d'affaires des grandes entreprises digitales, avec un chiffre d'affaires mondial supérieur à 750 millions d'euros sur l'année 2019. Mais nous avons trouvé avec le Président de la République un accord de principe avec nos amis américains à l'occasion du G7 de Biarritz. L'accord de principe repose sur 2 points très simples. Trouver une solution internationale à l'OCDE qui se substituera à la taxation nationale dès qu'elle aura été adoptée à l'OCDE avant même sa ratification. Et le deuxième point de l'accord de principe qui a été trouvé à Biarritz, c'est que nous calculerons le montant de cette taxation internationale appliquée en 2019. Et si des entreprises du digital ont payé au titre de la taxe nationale qui s'appliquera, comme je vous l'ai dit, en 2019, davantage que ce qu'elles auraient dû payer au titre de la taxe internationale, elles bénéficieront d'un crédit du montant de cette différence. Ce qui permettra de dire que la taxation internationale, eh bien, ce qui l'a emporté, du moment que cette taxation internationale est mise en place, ça a toujours été notre souhait, il faut qu'elle puisse s'appliquer depuis le début. Tout cela prouve une chose, la stratégie française était la bonne. Et si aujourd'hui les choses bougent à l'OCDE, c'est parce que la France a mis en place cette taxation nationale et que nos amis américains redoutent une seule chose, la multiplication de taxes nationales partout à travers le monde. La France a ouvert une voie. Je ne vous dis pas que la négociation est facile, elle est compliquée, on aura l'occasion d'y revenir, notamment pour des raisons techniques mais aussi politiques. Mais je me suis rendu à Washington la semaine dernière, je reverrai mon homologue américain très prochainement. Nous avons mis en place un groupe de travail États-Unis, France, OCDE, avec un objectif, parvenir à une solution internationale au début de l'année 2020, qui prendrait la place de la solution nationale. Voilà les décisions que je voulais mettre en avant sur cette question clé de la souveraineté numérique. Vous voyez qu'à mes yeux, les choses sont à la fois simples et extraordinairement ambitieuses. Elles sont simples parce que le constat, c'est que nous avons pris un retard considérable en Europe et qu'il faut maintenant tout faire pour le rattraper. Extraordinairement ambitieux parce que si nous voulons rattraper ce retard et donc garantir notre souveraineté digitale au XXIe siècle, il faut des financements adaptés, une protection solide et une fiscalité juste. C'est ce que nous nous employons à faire avec le Président de la République et le Premier ministre depuis 2 ans. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur Gérard Longuet. Oui, merci, cher Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre intervention. Merci surtout de votre implication très forte, et celle de votre équipe impressionnante, sur ce thème de la souveraineté numérique. Ce qui est intéressant dans votre déclaration pour nous et pour notre commission, tout est passionnant, mais ce qui est intéressant plus particulièrement, c'est que nous voyons se dessiner à la fois une stratégie sur laquelle je vais vous interroger et des modalités qui sont liées aux responsabilités spécifiques de votre ministère, ministère de l'économie, puisque vous avez assez justement, enfin, chacun sait son point de vue, développé une politique en faveur de l'investissement, politique qui est un fil directeur depuis la mise en place de la nouvelle administration dans notre pays. En revanche, sur la
stratégie, je voudrais quand même vous interroger, parce que on pourrait vous faire le reproche, si on était malveillant, mais ce n'est pas mon cas, de supposer le problème résolu. Je veux dire par là que vous voulez investir sur les technologies de rupture, ce qui est une façon de dire qu'un pays, le nôtre, de taille moyenne, ce n'est pas désobligeant, nous ne sommes pas le plus petit, tant s'en faut, nous sommes dans le peloton de tête, c'est une évidence, mais le marché national français, c'est 4, 5, 6% selon les secteurs d'activité, et dans le secteur du numérique, je pense qu'on est à peu près dans cette fourchette-là. Et au fond, vous nous dites, pour un pays qui a cette taille, l'intelligence, c'est d'avoir un avantage stratégique en utilisant des technologies de rupture. Le seul problème des technologies de rupture, c'est qu'on le sait après et pas avant. Ce qui pose toute une série de problèmes dans l'allocation des ressources pour investir. Et par ailleurs, une technologie de rupture devient une technologie grand public par le vecteur qu'il soutient. Et donc la première question que je voulais vous poser, c'est au fond cette idée de technologie de rupture qui est séduisante. Est-ce qu'elle ne suppose pas le problème résolu, c'est-à-dire de savoir exactement ce qui va marcher auprès d'un public qui est aujourd'hui et désormais, pour le succès d'une entreprise du numérique, un public mondial. Et c'est une interrogation à laquelle je ne vois pas de réponse claire. Vous avez évoqué 3 sujets de rupture, l'intelligence artificielle, mais c'est un sujet extrêmement vaste et qui est géré avec des moyens considérables par l'ensemble des acteurs. Nous avons des atouts, vous les connaissez, nous les connaissons, mais ces atouts sont disputés par les grands acteurs que nous connaissons. Nanotechnologie, même motif, même punition. Et quant aux technologies quantiques, ce qui apparaît très clairement de nos auditions, c'est qu'il y a un monde nouveau qui peut s'ouvrir, mais personne ne sait quand et jusqu'où. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, comme première question, peut-être que vous soyez un peu plus, je ne dirais pas concret, ce n'est pas le terme exact, mais plus explicatif sur ce concept de technologie de rupture, quand on sait que les grands succès, par exemple des GAFAM, je ne parle pas des Chinois, c'est une économie protégée, totalement fermée sur elle-même, avec une implication très forte du pouvoir politique. On est dans un cas de figure qui ne nous concerne pas directement. Mais si on prend une entreprise comme Amazon, c'est un exercice facile et tout d'exécution. Il n'y a pas d'autre technologie de rupture que d'être le premier acteur. Et vous évoquez ce problème, et c'est une deuxième question, ce problème du capitalisme numérique. Capitalisme numérique a et on revient sur le problème de la taille des marchés et de la taille des acteurs. Capitalisme numérique a une théorie simple, ça se dit en anglais, mais je vous le dirai en français, le gagnant prend tout. Et on finance indéfiniment des gens qui perdent de l'argent jusqu'au moment où ils sont en position dominante, et à ce moment-là, ils tournent les potentiomètres pour que la caisse se remplisse et que les actionnaires retrouvent ce qu'ils ont mis. Comme les actionnaires vivent d'espoir, ils acceptent de perdre de l'argent pendant longtemps pour être certains. Vis-à-vis de cette compétition fondée sur la poche la plus profonde, qui est malheureusement pas la nôtre, cette technologie de rupture et ce soutien à l'investissement sont-ils de nature à assurer le challenge avec des entreprises qui achètent de la technologie pour être sûr de ne pas être dépassées, vous l'avez évoqué. Et je voudrais, cette troisième question, vous interroger, parce que c'est un sujet sur lequel vous êtes beaucoup exprimé avec raison, le droit de la concurrence en Europe. Et en particulier, regarder cette politique d'acquisition de start-up, de licornes, d'entreprises en développement, qui est un système d'éradication de toute concurrence assumé par les très grands acteurs. Or, très souvent, ces achats sont
sous la limite radar de l'Union européenne. Et donc, on a le sentiment qu'on a un interlocuteur qui a une stratégie de long terme, qui croit et qui affirme, et il a raison, vous-même, au nom du gouvernement et pour votre implication personnelle, à l'évidente nécessité d'avoir une stratégie pour le XXIe siècle dans une économie dématérialisée et en effet pour laquelle les frontières n'ont pas d'impact particulier. Mais nous avons quand même cette réalité de la guerre par le financement et l'allocation d'un bien rare, et en tous les cas en Europe et en France en particulier, moins important que le marché mondial des capitaux, nous donne-t-il des chances de réussir, car l'argument de la technologie de rupture est un argument très convaincant, si malheureusement il n'avait pas le défaut d'être un succès a posteriori et pas un succès a priori, parce que après tout, Facebook, sur le plan technologique, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est la généralisation, c'est une opportunité commerciale extraordinaire. Voilà. Alors deuxième, voilà, première série de questions. Je voulais alors plus précisément vous demander une précision parce que vous êtes intervenu dans de nombreux débats, de nombreuses interviews sur ces technologies nouvelles et vous avez, ce n'est pas dans les technologies de rupture que j'ai citées, IA, nano, quantique, mais vous avez une confiance dans l'effet déstabilisateur, et je partage votre sentiment, du blockchain, technologie des blockchains, et vous nous dites, et vous le dites dans certains interviews, il faut encourager le blockchain, le minage national, parce qu'après tout, c'est un système déstabilisant. Ça, j'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis, parce que c'est une porte ouverte extrêmement intéressante. Permettez-moi enfin, et après je me tais parce que mes collègues ont envie de... je voudrais vous remercier sur un point, le véhicule autonome. On ne mesure pas combien ce concept de véhicule autonome est porteur de danger pour l'économie mondiale en termes de puissance concentrée, parce qu'on parle des GAFAM dans des domaines qui sont parfois anecdotiques. Facebook est parfois anecdotique, mais dans le véhicule autonome, on voit la menace d'une prise en main complète d'un secteur d'activité, le transport individuel, le transport collectif, le transport des personnes, le transport des matières. Enfin, c'est extraordinairement lourd. Vous avez raison de le dire. Je ferme cette parenthèse et me tais avec, si allez, une dernière question, parce que là, c'est le ministre économique, je saisis. Jusqu'où peut-on aller pour aider à la localisation d'hébergement de données dans notre pays sur le plan fiscal, sur le plan de l'aide à l'investissement? Est-ce que cette capacité à héberger, sur le plan du réseau, on fait des choses formidables partout. C'est d'ailleurs extraordinaire de constater que l'argent public, local et national, privé, sert essentiellement aujourd'hui à financer les autoroutes que d'autres emprunteront et valoriseront. Mais là, vous avez à plusieurs reprises, au-delà de votre intérêt pour le blockchain, évoqué la nécessité de soutenir le développement d'hébergeurs en France. Plus concrètement, jusqu'où peut-on aller sur cet investissement qui est assez lourd et qui est assez qui est bien identifié, bâtiments, services, équipements. Monsieur le ministre, je donnerai ensuite la parole à mes collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, cher Gérard Longuet, donc beaucoup de questions que je vais essayer de répondre de manière précise. Pardonnez-moi, c'est un peu désordonné. Non, c'est très ordonné, surtout c'est sur des sujets qui sont absolument majeurs. Je voudrais commencer par une remarque politique. Nous sommes arrivés, dans les années 60, à faire des ruptures technologiques en France et à prendre le leadership sur un certain nombre de technologies qui n'étaient pas accessibles à la France. Je pense en particulier au nucléaire. Je ne crois absolument pas à la possibilité de revenir à un État qui décide des technologies à la place des entreprises.
En revanche, je suis totalement convaincu que si nous nous dotons de l'environnement fiscal, financier, réglementaire favorable, nous pouvons à nouveau recréer des technologies de rupture en France et en Europe. Les deux différences que je vois par rapport aux années 60, c'est que ça doit venir des entreprises ou des chercheurs, et pas de l'État qui serait mieux que les entreprises ou que les chercheurs. La deuxième différence, c'est que ça ne peut être accessible qu'à une échelle européenne. Et sans le relais de financement européen, nous n'y arriverons pas. Mais cette idée que nous aurions notre avenir derrière nous, c'est évidemment une idée, et je suis certain que Gérard Longuet la partagera, c'est évidemment une idée à laquelle je ne peux pas me résigner. Nous n'avons pas notre avenir derrière nous. Nous avons fait des erreurs, oui. Nous avons manqué d'ambition, oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas, au XXIe siècle, en France et en Europe, reprendre la maîtrise d'un certain nombre de technologies de rupture. Et nous avons fait des erreurs. J'ai cité évidemment les géants du digital, mais pour vous donner un exemple qui est beaucoup plus parlant, prenez le spatial. J'ai à ma disposition un certain nombre de notes, de gens certainement très savants et très informés, qui vous disent que le lanceur renouvelable n'a aucune chance. Il ne faut surtout pas s'engager dans le lanceur renouvelable. Les Américains se sont lancés dans le lanceur renouvelable avec un appui public massif, des tarifs préférentiels massifs, et je peux vous dire qu'ils mettent aujourd'hui en grande difficulté nos propres lanceurs spatiaux. Donc arrêtons de regarder les trains passer devant nous et donnons-nous des moyens pour maîtriser les technologies de rupture. Sinon, attention, dans le domaine spatial, dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des batteries électriques, dans le domaine du véhicule autonome, bientôt nous perdrons non seulement notre puissance économique, mais notre souveraineté. Mais je le redis, je ne me résigne pas à ça, je pense que c'est tout à fait possible de reprendre la main. Ensuite, comment est-ce que l'on fait pour choisir ces technologies de rupture? Là encore, la question est particulièrement pertinente parce qu'on se l'est posée pendant quasiment 2 ans. Ce n'est pas moi, ministre de l'économie et des finances, qui vais décider de quelles sont les technologies de rupture pertinentes. Je n'en sais rien. Et je n'ai absolument pas cette prétention. En revanche, j'ai la prétention d'avoir en France des chercheurs, des scientifiques, des industriels, des ingénieurs qui ont la réponse à ces questions. Il suffit simplement de leur permettre d'apporter cette réponse. Comment? D'abord en s'appuyant sur le tissu industriel et en regardant quelles sont nos forces. Prenez les ordinateurs quantiques et le calcul quantique. Atos est une des entreprises mondiales les plus performantes dans ce domaine. Prenez les nanotechnologies. Pour tous ceux qui ont eu la chance et l'honneur d'aller chez ST Micro à côté de Grenoble, ce qui est certainement le cas de Gérard Longuet, c'est une entreprise qui est impressionnante, et qui fournit des technologies en matière de nanotechnologie dont sont dotés, sans exception, tous les grands acteurs du numérique dans le monde, parce qu'il n'y a pas mieux. Prenez les biotechnologies, nous sommes excellents également dans ce domaine-là. Donc nous avons un certain nombre d'industries d'excellence qui sont au meilleur niveau mondial, qui demandent d'ailleurs des financements complémentaires. Je rappelle que nous avons mis 800 millions d'euros sur le plan nanotechnologie parce que nous avions une entreprise qui avait besoin de ces financements, mais qui était leader mondial. Donc c'est la première chose, appuyons-nous sur le tissu industriel existant. La deuxième chose, c'est que le Fonds d'innovation de rupture fonctionne avec des personnalités indépendantes, des chercheurs, et que c'est eux qui suggèrent les décisions. Ce n'est pas la ministre de la Recherche ou le ministre de l'Économie qui préside ce fonds qui prennent les décisions. Ces décisions sont proposées par des chercheurs, des industriels également, qui participent à ce fonds pour l'innovation de rupture et qui font des propositions. Ces propositions, elles se font aussi dans des domaines qui vont dans le sens de l'intérêt général et qui correspondent à des préoccupations sociétales. J'en donne trois projets qui ont déjà été financés par le Fonds d'innovation de rupture et qui me paraissent correspondre à des attentes fortes de la société. Le premier, c'est l'amélioration des diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. On peut avoir, avec l'intelligence artificielle, des diagnostics médicaux plus rapides et plus sûrs. Ça fait partie des projets qui sont déjà financés par le Fonds. Le deuxième projet qui est déjà financé, c'est la certification des systèmes qui ont recours à l'intelligence artificielle. Le biais de sélection
des algorithmes de l'intelligence artificielle est un problème démocratique. Pourquoi est-ce que Gérard Longuet a telle nouvelle qui arrive sur son téléphone portable? Pourquoi Franck Montaugé en a une autre? Et pourquoi Bruno Le Maire en a une troisième? C'est un enjeu absolument clé de savoir quels sont les biais de sélection qui sont à l'œuvre dans les algorithmes qui ont recours à l'intelligence artificielle. Enfin, le troisième projet sur lequel nous travaillons, c'est l'automatisation de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à intervenir quand il y a eu une attaque cyber sur vos ordinateurs, ou au lieu qu'il y ait des mises à jour une fois tous les mois ou tous les 2 mois, il y aurait un système automatique et permanent de lutte contre les attaques cyber et de mise en place de dispositifs de cybersécurité à l'intérieur de nos logiciels. Donc voilà les 3 éléments sur lesquels nous travaillons, mais je le redis, je n'ai pas la prétention de définir quelles sont les technologies de rupture sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Nous nous appuyons sur le tissu industriel existant et sur les domaines dans lesquels nous avons déjà une excellence, sur lesquels on peut bâtir de la rupture, et en deuxième lieu, sur un fonds qui est animé principalement par des ingénieurs, des chercheurs et des industriels. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que je pense qu'il y a encore un besoin important de rationalisation de tous ces soutiens à l'innovation. Et ça répond aussi à la question qui m'a été posée par Gérard Longuet. Entre le programme pour l'investissement d'avenir qui se clôt l'année prochaine, le fonds pour l'innovation de rupture, le plan Deep Tech de la BPI, et je le dis une fois encore à mes services, il faut que nous arrivions à simplifier tout cela et à rationaliser tout cela. Il y a encore trop de canaux de financement qui, du coup, nuisent à l'efficacité de ce financement. Sur le droit de la concurrence, je partage entièrement ce qui a été dit par le rapporteur Gérard Longuet. L'énorme risque que nous avons, c'est de nous retrouver avec des géants du numérique dont les chiffres d'affaires en termes de capitalisation boursière sont désormais largement supérieurs à ceux de 90% des PNB des États de la planète. Quand vous avez des chiffres de capitalisation boursière qui dépassent les 1000 milliards de dollars, vous vous retrouvez dans le cercle des États les plus riches de la planète. Donc il y a un besoin indispensable de sanctionner les comportements anticoncurrentiels, de sanctionner les acquisitions prédatrices, de contrôler ex post des concentrations une fois que les entreprises ont racheté ces start-up pour voir s'il y a besoin de sévir ou non. Ça fait partie des projets que nous avons portés dans le cadre du G7 de Chantilly et que le président de la République a porté dans le cadre du G7 de Biarritz. C'est un des enjeux majeurs des années qui viennent. Renforcer le droit de la concurrence pour lutter contre le comportement prédateur d'un certain nombre de géants du digital. Ça passe également par la régulation des contenus, sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec la loi sur la manipulation de l'information et la loi sur les propos haineux sur Internet, la proposition de loi de Mme Avia qui sera soumise au Sénat d'ici quelques jours. Enfin, toujours sur cette régulation des plateformes, je rappelle que j'ai engagé un certain nombre d'actions en justice contre Amazon, Google, Apple pour pratiques commerciales abusives. Et je serai intraitable sur les pratiques commerciales abusives d'un certain nombre de plateformes ou de géants du numérique. Quand on vous oblige à prendre tel type de logiciel sans vous laisser aucun autre choix, c'est une pratique commerciale abusive. Quand on vous fait signer des contrats avec des PME qui peuvent être résiliés du jour au lendemain sans respect du droit économique français, c'est une pratique commerciale abusive. Je n'ai pas hésité à sanctionner et je continuerai à adopter la même attitude parce que je considère que c'est le rôle du ministre de l'économie de faire respecter un ordre public économique. Et cet ordre public économique, il ne connaît pas d'extraterritorialité. Donc l'ordre public économique, il vaut pour tous, y compris pour les géants du numérique. Je constate d'ailleurs que ce que nous avons fait en matière d'abus de position dominante sur Facebook, c'est efficace et j'espère que ça amènera un certain nombre d'entreprises à évoluer dans leur comportement, voire à évoluer
dans leur déclaration. Quand j'entends Amazon nous expliquer qu'ils répercuteront la taxe digitale sur les PME à la hausse, j'espère qu'ils ont répercuté à la baisse la réduction du montant d'impôt sur les sociétés que nous l'avons accordé grâce aux modifications fiscales que j'ai introduites. Parce qu'après tout, s'ils se plaignent de la taxe, ils pourraient peut-être se féliciter de la baisse de l'impôt sur les sociétés qui touche aujourd'hui toutes les entreprises françaises et qui mériterait d'être répercutée aussi sur les PME clientes d'Amazon. Sur la question de la blockchain, c'est effectivement un projet dans lequel je crois. C'est un dispositif électronique d'enregistrement partagé qui repose sur un système de confiance mutuelle. Donc je pense que c'est très prometteur. Donc nous l'avons encouragé en créant un cadre juridique, en prévoyant un développement industriel dans 3 secteurs, l'agroalimentaire, l'énergie et un certain nombre d'autres secteurs qui vont être concernés rapidement. Nous avons prévu un financement et nous avons 2 parlementaires qui sont particulièrement engagés là-dessus, Jean-Michel Miss et Laure de la Raudière. Et je pense que nous pouvons être, nous, Français, les leaders de la blockchain en Europe. Nous sommes déjà très largement engagés là-dessus. Enfin, sur les hébergeurs. Alors, je sais les critiques qui existent sur la consommation d'énergie de ces hébergeurs, mais c'est créateur de valeur, c'est créateur d'emplois, et je pense que nous avons tout intérêt à avoir des hébergeurs en France qui soient nombreux et puissants. Nous avons donc mis en place un avantage fiscal qui porte sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, dont le taux a été réduit de 22,5 € le mégawatt-heure à 12 € le mégawatt-heure, avec un objectif, être attractif pour ces hébergeurs de données. Là aussi, c'est une question de souveraineté, de meilleure maîtrise des données. Ça n'est pas une garantie suffisante face aux législations extraterritoriales, je vais être très clair là-dessus, ça ne retire rien à ce que j'ai dit sur les législations extraterritoriales, mais ça permet malgré tout d'avoir des données qui sont stockées chez nous plutôt que stockées à l'étranger, et donc ça nous donne un avantage comparatif qui justifie cet avantage fiscal. Je précise juste sur cet avantage fiscal que nous avons demandé en contrepartie aux hébergeurs de nous faire des propositions sur la réduction de leur consommation d'électricité par souci environnemental. Merci, monsieur le ministre. On va donner la parole à Patrick Chaize. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour vos explications. Je voudrais revenir sur 3 points, si vous me permettez. Le premier point concerne la monnaie virtuelle. Vous avez évoqué une piste de réflexion sur la création d'une monnaie numérique publique. Ne pensez-vous pas que ces délais de réflexion risquent de nous mettre dans une situation où le privé aura déjà pris les initiatives et que finalement on arrive un peu après la bataille? Sur la taxe GAFA, je me pose la question de savoir si finalement on n'aurait pas dû s'appuyer ou regarder ce qui se passait sur d'autres réseaux, type par exemple autoroutes. On parle des autoroutes de l'information. Sur les autoroutes routières, on a donc une pratique qui est le péage, qui pourrait donc tout à fait se transposer par rapport à une mesure des débits transités et à faire payer un péage sur les débits transités, quitte à ce que, évidemment, la taxe nationale soit donc perçue via les opérateurs qui assurent le transit de ces débits. Donc, quelle est votre analyse ou votre réflexion par rapport à une situation qui pourrait évoluer dans ce sens-là? Enfin, troisième point, vous avez parlé de vainqueurs-vaincus. Voilà, donc effectivement, je pense que c'est une bonne approche. Donc, quelle est aujourd'hui votre vision de résultats entre les vainqueurs et les vaincus, notamment en ce qui concerne les infrastructures?
Vous avez aussi, dans votre exemple, évoqué le risque d'utilisation d'une fibre étrangère. Mais en France, concernant les infrastructures, le choix n'a pas été de laisser des infrastructures publiques en termes de réseau. Vous connaissez mon attachement au réseau d'initiative publique. On est dans un débat et dans des arbitrages aujourd'hui pour finir le plan France Très Haut Débit. Je suis pour ma part inquiet sur les décisions que votre gouvernement devrait prendre dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pouvez me rassurer sur ce point-là et me dire qu'on pourra finir de façon correcte la création de ces infrastructures publiques pour les collectivités qui le souhaitent? Jusqu'à ce jour, il manque à peu près 5 à 700 millions d'euros pour finir ce plan. 3,3 milliards ont déjà été engagés. Je trouverais dommage, effectivement, qu'on ne puisse pas donc faire en sorte de laisser aux collectivités la maîtrise des infrastructures qui font partie de la souveraineté en termes de numérique. Je vous remercie. Merci. On va donner la parole à André Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord, sans céder à la flagornerie qui n'est pas le genre de la maison, mais depuis maintenant plus de 8 ans en tant que sénateur, je travaille sur les questions numériques. Je veux dire que c'est la première fois quand même que j'entends un ministre de l'économie qui a une vision à la fois aussi globale, dirais-je systémique et précise de ces enjeux. Et je tiens à vous en remercier, et votre propos préalable et vos réponses montrent votre maîtrise et de votre vision au-delà nationale, mais européenne et internationale du sujet. Alors je voudrais revenir peut-être sur 2-3 points. Tout d'abord, un point de détail lorsque vous avez évoqué en réponse à une question récente sur les blockchains, vous avez cité 3 secteurs sur lesquels des choses ont été lancées, agriculture, énergie, mais avec mon collègue Gérard Longuet, on n'a pas entendu le 3e point, et je crois que vous l'avez peut-être omis. Revenir sur une question, vous avez dit les technologies de rupture, je vous cite, sans le relais de financement européen, nous n'y arriverons pas. Et on a évoqué, bien évidemment, les problèmes de la politique de la concurrence de l'Union européenne actuellement. Alors je voudrais dire, et là aussi, il existe dans le cadre du traité de fonctionnement de l'Union européenne, un fameux article 107, paragraphe 3 et je crois même point B, qui autorise des exceptions au financement. Ce sont les fameux projets, alors c'est des PIEC, projets importants d'intérêt européen commun, qui ont été effectivement mis en œuvre en 2014, et je crois avoir fait partie des gens à la Commission des Affaires européennes du Sénat qui ont beaucoup poussé à cette initiative, et vous avez vous-même, en tant que ministre de l'économie, pleinement participé à la mise en œuvre de ces 2 premiers projets, un projet qui concerne la microélectronique, et vous l'avez évoqué dans les domaines stratégiques, la microélectronique et la microélectronique sont en effet stratégiques, et la France participe à ce plan qui regroupe 4 pays, lancé en décembre de l'année passée. Un second domaine qui concerne la production de cellules et modules de batteries nouvelle génération, lancé en janvier dernier. Là aussi, la France est présente. Dans le cadre d'un rapport que j'ai eu l'occasion de coordonner avec plusieurs collègues de la Commission des Affaires européennes, totalement transpartisan, nous suggérions en janvier dernier, sur l'intelligence artificielle et l'ambition européenne à mener, la possibilité aussi, au-delà des investissements européens directs de l'Union européenne, qui ne sont encore pas d'ailleurs tout à fait avalisés par le prochain cadre financier pluriannuel, l'engagement national de pouvoir compléter avec quelques pays, toujours dans ce cadre. Alors, que pensez-vous de ce levier, et notamment dans le domaine de l'urgence artificielle? Est-ce qu'il vous paraît utile de compléter l'engagement national des pouvoirs publics français, des engagements prévus au niveau européen par ce type de plan? Enfin, dernière question, mais qui est d'un domaine un peu différent,
qui concerne la cybersécurité et les menaces de cybersécurité. Et on le sait, plus la menace est élevée, plus elle a des chances de provenir, je dirais, d'États extérieurs à la France et à l'Union européenne. On sait aujourd'hui que le monde de l'économie, en dépit du travail remarquable qui est fait par l'ANSSI de plus en plus pour accompagner les entreprises, est-ce que d'abord nous disposons réellement aujourd'hui au niveau national d'une évaluation du risque systémique qu'il pourrait y avoir à travers une attaque, je dirais, de nature généralisée sur des grands acteurs économiques ou des grands relais de l'État et des conséquences que ça aurait. Et enfin, deuxièmement, est-ce qu'il existe, on ne vous en demande pas ici, bien évidemment, la nature et les modalités précises, un plan de secours en cas de situation hautement dégradée dans le domaine de l'économie à travers les attaques et l'importance prise par la numérisation de l'économie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Rachel Mazure. Oui, merci Monsieur le Ministre. Vous avez déjà répondu à beaucoup de mes interrogations. Pour revenir sur ce que vient de dire mon collègue, c'est un souci aussi qui est le mien. Vous avez souvent dit dans vos propos en France et en Europe. Donc on revient évidemment à l'Europe qui est en fait un grand marché, le marché de cocaïne pour tous les grands du numérique. Alors vous avez laissé entendre que on pourrait avoir des champions. Alors ma question, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui, avec le retard qui a été pris par rapport à ces grands champions, que l'Europe puisse avoir un champion ou des champions face à cet état mondial aujourd'hui des grands champions américains, voire chinois. Voilà, vous l'avez suggéré, mais est-ce que vous en êtes vraiment convaincu? Est-ce que vous pouvez nous informer davantage et nous dire quelles sont vraiment les chances que nous avons dans cette Europe divisée aujourd'hui de voir émerger des champions européens? Avant de vous céder la parole, Monsieur le Ministre, deux sujets d'interrogation complémentaires. On a appris que, je crois que ça s'est passé cette nuit, 50 procureurs américains viennent de lancer une procédure antitrust contre Google. Donc, ce qu'on constate, c'est que les Américains sont préoccupés par les positions hégémoniques de certains GAFA et engagent des procédures donc en la matière, et que d'autre part, l'Europe, avec son droit de la concurrence, s'empêche de faire émerger des entreprises à taille significative européenne, si ce n'est mondiale, pour pouvoir intervenir dans le domaine de la concurrence à l'échelle mondiale sur ce marché du numérique. Quelle est la position de la France et du gouvernement français par rapport à l'évolution qui nous paraît nécessaire, indispensable du droit européen de la concurrence? Dernière question, comment voyez-vous le fait que la France ait quitté récemment le W3C et le gouvernement est-il favorable à une multilatéralisation de l'ICANN? Voilà, la présence de notre pays dans ces instances internationales de gouvernance est importante par rapport à ce marché, à ce domaine du numérique. Donc, quelle est la position de la France par rapport à sa présence dans ces instances de décision et d'influence? Vous avez la parole, Monsieur le Ministre, en vous remerciant d'avance. Des questions qui me confirment dans l'excellence du travail qui est fait par le Sénat sur tous ces sujets. Pour répondre à M. Chaise sur les trois questions qu'il m'a posées, monnaie numérique publique, taxation numérique et la 5G. D'abord sur la monnaie numérique publique, je souhaite que les choses avancent rapidement. Et donc, quand je vois ce qui est déjà fait dans un certain nombre de pays, les réflexions qui sont engagées par la Banque centrale européenne, je pense que nous pouvons, en octobre prochain,
lancer une réflexion avec des objectifs de résultats rapides. De l'autre côté, quand je dis préoccupation sur Libra, ça veut dire aussi action. Le rôle des ministres des Finances du G7 n'est pas simplement de dire nous sommes préoccupés, c'est de prendre les décisions nécessaires pour que ne se mette pas en place une monnaie digitale qui pourrait concurrencer les monnaies souveraines. Et je suis totalement déterminé à continuer à avancer dans cette direction. Je vois d'ailleurs que cette préoccupation est partagée par l'ensemble de mes collègues du G7. Sur la taxe numérique, vous me permettrez de l'appeler taxe numérique et d'éviter le terme taxe GAFA, parce que c'est une taxe qui vise les activités digitales et qui ne vise pas certaines entreprises numériques. Je rappelle qu'il y a des entreprises européennes et des entreprises chinoises qui sont aussi dans le champ de cette taxation numérique. Alors, le péage fait partie des solutions que nous avons regardées, mais techniquement, c'est compliqué d'arriver à définir le flux qui passerait justement dans ces entreprises numériques. À partir de là, il y a 3 solutions sur la taxation numérique. Il y a la plus simple, qui est de ne rien faire et de dire c'est trop compliqué, donc on laisse tomber, on perd la recette fiscale et on accepte ce scandale qui est la réallocation des profits des gens du numérique, profits faits sur des clients français et réalloués dans des États qui ont un niveau de taxation inférieur à celui de la France, l'Irlande. Moi, je vais vous dire le fond de mon sentiment, je trouve ça révoltant. C'est révoltant pour le citoyen français, c'est révoltant pour le citoyen européen, parce que je suis convaincu que le moins-disant fiscal, c'est la fin de l'Europe. Et que cette politique de moins-disant fiscal, nous devons y mettre un terme. Et je vous le dis avec la même fermeté que j'ai eu l'occasion de le dire à mes amis irlandais. Le moins-disant fiscal ne peut pas être l'avenir de l'Europe, ou alors renonçons à nos services publics, à nos biens publics, et surtout faisons-nous la guerre les uns entre les autres. Mais c'est la convergence fiscale l'avenir de l'Europe. Ce n'est pas le moins-disant fiscal. Et je le dis parce que je me battrai avec autant de détermination pour la taxation minimale que pour la taxation digitale. Je veux une taxation minimale en Europe. Et qu'on mette fin à ces pratiques de dumping fiscal qui ne correspondent pas à l'idée que je me fais de l'Europe. Taxation minimale, qui pourrait être par exemple d'un taux, si je prends le taux appliqué aux États-Unis, un peu plus de 13%, ça veut dire que si vous avez un État européen qui a un taux réel, je dis bien réel, d'impôt sur les sociétés à 4 ou 5%, eh bien nous récupérerons la différence entre ces 4 ou 5% et le taux minimal de 13%. Justice et efficacité fiscale. C'est un combat que je veux livrer, que je livre depuis 2 ans et que je continuerai à livrer tant que le président de la République me fera confiance comme ministre des Finances. Parce que je pense que c'est indispensable, à la fois pour la justice fiscale de nos compatriotes et pour le bon fonctionnement de l'Union européenne. Donc ne rien faire, vous l'avez compris, ça n'est pas une option pour moi. Deuxième solution, c'est la solution simple, celle des prix de transfert. Et pardon de rentrer un tout petit peu dans la technique, mais c'est des sujets sur lesquels les débats sont nombreux et où la technique aide à bien comprendre. Les prix de transfert, ça veut dire que vous acceptez de conclure des accords bilatéraux avec les entreprises digitales concernées pour qu'elles allouent une partie de leurs profits dans le cadre de l'établissement stable. Et vous entendez avec les gens du numérique en disant, voilà, nous estimons que vous réalisez tant de profits en France, donc vous réallouez ce profit en France, et il est taxé en France au niveau de la taxation nationale. Ça repose sur des accords bilatéraux. Avec évidemment toute la faiblesse de ces négociations bilatérales, parce que l'entreprise peut dire, écoutez, moi j'accepte de réallouer une part de profit, mais il faut que cette part soit raisonnable, vous arrivez à trouver un accord, et ensuite vous appliquez la taxation nationale. Ce n'est pas formidable, mais c'est une première réponse. Mais elle n'est évidemment pas assez ambitieuse, elle ne règle pas le problème de fond. Et puis il y a la troisième solution, la plus ambitieuse, celle sur laquelle nous travaillons, qui est celle d'un accord international à l'OCDE sur un nouveau droit à imposer des entreprises sans présence physique. C'est une vraie révolution, parce que ça n'existe pas. Vous taxez une entreprise qui n'a aucune présence physique ou très peu de présence physique. Toute la difficulté, c'est ensuite de faire le lien, ce qu'on appelle le nexus, entre cette entreprise qui a ses salariés, ses centres de recherche, ses laboratoires, ses usines aux États-Unis,
et la France, où elle opère avec quelques dizaines de salariés sans plus. C'est ce qu'on appelle le nexus, le lien entre l'entreprise physiquement installée dans un pays étranger et son activité commerciale en France. Ce nexus permet de définir un nouveau droit à imposer d'une entreprise sans présence physique. À partir de 3 critères sur lesquels nous travaillons attentivement. D'abord, le niveau de profitabilité. C'est-à-dire que ça ne peut concerner que des entreprises qui ont un niveau de profitabilité qui est élevé. En deuxième lieu, le nombre de clients. Toutes les entreprises que j'ai citées, je le rappelle, ont des dizaines de millions de clients en France, des centaines de millions de clients en Europe, pour quelques dizaines de salariés. Et en troisième lieu, les dépenses dites intangibles, par exemple les dépenses de marketing. Donc là, vous voyez que ça couvre plus large que simplement les grandes entreprises du numérique. C'est toutes les activités sans présence physique. Ce troisième choix, c'est celui que nous avons fait dans le cadre de l'OCDE. Il implique évidemment une redistribution fiscale très lourde, qui se chiffre en milliards d'euros. Il suppose d'évaluer précisément, j'ai vu les critiques de la Cour des comptes sur ce sujet-là. Ces critiques qui, comme toujours, la Cour des comptes sont les bienvenues, qui vont nous amener à renforcer notre dispositif d'évaluation de l'impact fiscal de ce choix d'un nouveau droit à imposer. Mais c'est la seule solution de long terme qui tienne la route pour taxer les activités digitales. Enfin, sur la 5G, la loi, comme vous le savez, sur le dispositif d'autorisation préalable des équipements de réseau mobile, la PPL 5G, a été promulguée le 1er août dernier. Nous ne visons pas, je vais faire très simple, un équipementier en particulier, mais nous voulons simplement garantir le respect de notre souveraineté qui est au cœur de l'interrogation de cette commission. Et donc c'est, je crois, de bonne politique de nous doter d'un nouvel instrument juridique qui est opposable pour contrôler les équipements télécoms, car je rappelle que la 5G, ça n'est pas l'amélioration de la 4G, c'est une transformation systémique des réseaux, puisque entre la 4G et la 5G, l'une des différences majeures, c'est que les données sensibles se retrouvent dans chaque antenne et non pas dans les cœurs de réseau. Donc c'est évidemment une différence importante qui justifie que nous nous dotions des moyens de contrôle renforcés. C'est l'évolution technologique qui nous amène à un renforcement des contrôles. Oui, pardon. Oui, Monsieur le Ministre, excusez-moi, je ne visais pas la 5G. Je visais le plan France Très Haut Débit, pour lequel aujourd'hui 3,3 milliards ont été engagés afin de couvrir donc, des infrastructures fibres sur une partie de notre territoire. Il reste à combler, enfin compléter ce plan de 5 à 700 millions d'euros pour finir le déploiement du plan France Très Haut Débit. C'est une question importante qui est aujourd'hui en arbitrage, si mes informations sont bonnes, au sein du gouvernement, et j'aimerais avoir votre vision sur le sujet. Alors, ma vision est très simple. Je suis élu d'un territoire rural. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture, donc il faut que l'engagement du président de la République de couverture universelle en France en 2020 et du très haut débit en 2022 soit tenu. Et tout le reste, la tendance suivra, et devra suivre. Je pense simplement que quand je dis une tendance, c'est moins une question financière qu'une question de déploiement de cette fibre. Sur l'aspect financier, nous avons investi 3,3 milliards d'euros sur la durée du quinquennat. Le Premier ministre a annoncé 620 millions d'euros supplémentaires en décembre 2018. Maintenant, il faut que le déploiement se fasse. Mais je le redis, très haut débit pour tous en 2022. C'est l'objectif du président de la République et c'est évidemment notre rôle de le tenir. Mais je réinsiste sur la 5G pour dire que la rupture technologique de la 5G, c'est que les informations désormais ne sont plus simplement dans les cœurs de réseau, mais aussi dans les antennes relais. Ça nous amène à renforcer notre protection. Je pense que c'est au cœur des interrogations de cette commission d'enquête. Le troisième secteur de la blockchain, c'est la construction, pardon de ne pas l'avoir cité, avec l'agroalimentaire et l'énergie. Ensuite, sur la politique de la concurrence et les projets importants d'intérêt collectif européen. Ils sont évidemment vitaux pour nous permettre de financer à hauteur raisonnable des projets qui, je le redis, ne sont plus à échelle nationale. Prenez l'exemple des batteries électriques.
Nous avons engagé ce projet en mettant 700 millions d'euros sur la table pour la France, 1,2 milliard pour l'Allemagne. La Pologne nous a rejoints parce qu'elle est spécialisée notamment dans le retraitement des batteries électriques. Et nous attendons le financement européen qui va venir compléter ce projet-là. Sur les nanotechnologies, nous avons mis 800 millions d'euros sur la table, mais l'Europe a complété à hauteur de 100 millions d'euros. Sur les supercalculateurs, l'Europe va mettre, à travers ses ICPEI, 500 millions d'euros. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est moins l'enveloppe financière, même si elle est avantageuse, que la rupture idéologique, tant attendue. Si nous avions eu ces projets d'intérêt collectif européens, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, nous aurions une industrie du panneau solaire européen. Mais on a fait un choix radicalement différent. À l'époque, on disait surtout aucune aide d'État, on ne subventionne pas, on n'aide pas, on n'apporte pas d'aide publique à l'industrie du panneau solaire, et on a importé massivement des panneaux solaires chinois subventionnés par l'État chinois. Donc Dieu soit loué, nous en avons tiré, et par l'abonné français, qui évidemment, je pense que Jean Languet s'en souvient, nous a amené à réviser ensuite les tarifs de rachat parce que c'était trop coûteux. Donc cette fois-ci, l'Union européenne a fait un bon choix, un choix judicieux qui est de dire on peut apporter des aides d'État, et si l'Europe estime que c'est un projet d'intérêt collectif européen, elle apportera elle-même le financement. Donc nous l'avons fait pour les batteries électriques. Je rappelle une fois encore que la Pologne désormais est partie à ce projet, qu'il y a plusieurs dizaines d'entreprises privées qui sont parties à ce projet et que la première usine pilote devra voir le jour l'année prochaine en France, avant d'avoir une première usine de fabrication de ces batteries électriques en 2021, fin 2021, début 2022 pour la réalisation de cette première usine de batteries électriques européenne. Alors, pas tous ceux qui nous disent c'est trop tard, la Chine, la Corée du Sud ont déjà pris trop d'avantages, je dis deux choses. Un, c'est une question d'indépendance, notamment pour notre industrie automobile, parce que si demain nous dépendons complètement de la fourniture de biens chinois, sur une industrie automobile qui représente des centaines de milliers d'emplois, imaginez le levier stratégique que ça donne à la Chine de pouvoir dire du jour au lendemain, écoutez, sur tel ou tel sujet, nous sommes en désaccord avec vous, nous ne vous fournissons plus de batteries électriques pour votre industrie automobile. Je pense que ça nous mettrait dans une situation intenable. La deuxième chose, c'est que nous pouvons, sur ces batteries électriques, avoir la maîtrise des batteries électriques ion lithium, non seulement liquides, mais solides, et avoir un retraitement, notamment grâce à la Pologne, qui garantisse le respect de l'environnement que ne garantissent pas aujourd'hui d'autres batteries. Faut-il faire la même chose sur l'intelligence artificielle? Vous m'avez posé la question. La réponse est oui. Nous y travaillons avec mon homologue allemand Peter Altmaier. Je le reverrai prochainement. Et nous ferons des propositions dans les mois qui viennent sur une filière de l'intelligence artificielle franco-allemande sur le modèle de ce qui a été fait pour les batteries électriques. S'agissant de la cybersécurité, c'est évidemment un risque majeur. Dans le secteur financier, le premier risque, c'est d'avoir une attaque cyber portant sur toutes les banques centrales. Donc nous avons fait un exercice dans le cadre du G7 de protection contre les attaques cyber et nous aurons un plan d'action du G7 sur la protection contre les attaques cyber sur les banques centrales qui sera à disposition à la fin de l'année 2019. Enfin, sur les dernières questions qui m'ont été posées. D'abord, je reprendrai votre expression, que je trouve très juste, sur le marché de cocaïne pour les acteurs du numérique. Parce qu'il faut que nous réalisions tous que nous ne sommes pas en position de faiblesse. L'Europe n'est pas en position de faiblesse. On a peut-être fait des erreurs dans le passé, on ne s'est pas assez intéressé à la question clé du financement, de l'argent, du capital risque, du capital investissement, et on s'est trop reposé sur des prêts, mais nous sommes le marché le plus riche de la planète. 450 millions de consommateurs, premier marché commercial au monde, totalement intégré. Donc je peux vous garantir que pour les acteurs du numérique, nous sommes vitaux. Et que si nous rassemblons nos forces, nous avons les moyens de peser dans ce débat. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir des champions du numérique? Oui, pas dans les mêmes secteurs que ceux qui existent déjà, mais par exemple sur le cloud, nous avons OVH, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires visé pour 2021. Nous avons Atos sur le calcul intensif. Nous avons Dassault Systèmes, qui est une entreprise extraordinairement performante sur l'intelligence artificielle. Donc nous avons des leaders. Maintenant, il faut les faire grandir.
Mais nous ne partons pas de rien sur ce sujet et on a la capacité de les faire grandir. Enfin, Monsieur le Président, sur les questions qui m'ont été posées, d'abord sur la réaction américaine, je pense que chacun doit avoir conscience qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis un débat très vif sur l'antitrust et le risque de concentration excessive de la part des champions du digital. Et ce n'est pas simplement un sujet politique, puisque la procureure de New York et 8 autres procureurs ont lancé une procédure contre Facebook le 6 septembre, que 50 procureurs ont lancé une procédure contre Google hier, le 9 septembre. Donc la prise de conscience, elle est non seulement politique, mais elle est aussi juridique du point de vue du droit de la concurrence et du risque de concentration excessive. Sur la question que vous m'avez posée sur l'U3C, c'est Orange qui a annoncé son retrait de ce comité, ce n'est pas l'État, mais nous attachons évidemment une grande importance aux efforts de normalisation dans le domaine numérique et plus largement pour promouvoir les technologies françaises et européennes dans les secteurs clés. Donc c'est un point capital parce que je souhaite que nous rénovions la stratégie française de normalisation. C'est un effort public et privé dans lequel les entreprises doivent effectivement prendre leur part. Et c'est un sujet effectivement tout à fait décisif. Enfin, sur la politique de la concurrence, je redis à quel point, et c'est lié à toutes les questions que vous m'avez posées sur le secteur numérique, il n'y aura pas de grand secteur digital en Europe si nous ne rénovons pas la politique de la concurrence. Nous avons fait des propositions avec l'Allemagne. Il y a une nouvelle Commission européenne, nous allons réécrire à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour porter cette proposition, qui repose sur 3 idées simples. D'abord, la possibilité d'avoir un contrôle ex post, plutôt que d'interdire à l'avance. Disons plutôt, nous autorisons cette fusion, par exemple Alstom-Siemens, pour prendre un sujet qui n'est pas qu'un sujet ferroviaire, mais qui est surtout un sujet de digitalisation, parce qu'Alstom-Siemens aurait été le champion mondial de la signalisation, qui est le point clé du ferroviaire aujourd'hui, parce que c'est ce qui est le plus difficile à créer. Nous aurions eu, avec Siemens-Alstom, le champion mondial, tout continent confondu, de la signalisation ferroviaire. Vous posiez la question d'un champion du numérique qui était à portée de main, il suffisait que la Commission européenne donne son accord. Donc j'aurais préféré que la Commission européenne dise, écoutez, il y a peut-être un risque de concentration excessive, mais je donne mon accord, et je donne une clause de rendez-vous d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, pour voir s'il y a des décisions complémentaires à prendre pour maintenir un bon niveau de concurrence en Europe. C'était l'audition de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, devant la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique. Alors pour continuer à suivre l'actualité parlementaire aujourd'hui, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h30 pour vivre l'audition de Brune Poirson, secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique. Elle va présenter aux sénateurs le projet de loi anti-gaspillage du gouvernement qui sera le premier texte débattu cette année par le Sénat. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour suivre tous nos programmes, vous pouvez aller sur le site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur des territoires.